Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Obliger les auteurs de délits à suivre une formation plutôt que de les envoyer en prison, c'est le principe de la justice restauratrice. Une justice plus humaine qui vise à restaurer notamment le lien entre l'auteur et la société. Une justice qui mise aussi sur l'avenir. Mais alors qu'une des ASBL qui organise ces formations fête ses 25 ans cette année, on se rend compte que ces peines sont encore peu utilisées en Belgique, qu'elles sont toujours considérées comme des peines alternatives et non des peines autonomes, et que les prisons, elles, continuent de déborder. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Damien van der Meersch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrat, professeur à l'UC Louvain et à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Vous êtes également impliqué dans la réforme du droit pénal. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Et on entendra aussi dans l'émission plusieurs formatrices et participants de ces formations. Plusieurs formatrices de l'ASBL Arpège Prélude qui fête donc ses 25 ans cette année. Alors, Damien van der Meersch, pour un peu contextualiser le débat, j'ai juste envie de vous demander, finalement, la justice restauratrice, c'est quoi ? Comment on pourrait la définir ? Alors, c'est la justice restauratrice, des fois on confond avec la justice réparatrice, ce qui n'est pas la même chose. La justice restauratrice, donc réparatrice, ce serait réparer le dommage causé à la victime, donc c'est beaucoup plus la relation auteur-victime. Ici, la justice restauratrice est axée beaucoup plus sur le lien, mais pas le lien donc uniquement avec la victime, elle peut comprendre la victime, mais sur plutôt rétablir les liens. On constate que la récidive qui est une vraie question, souvent la réponse donnée à la récidive, la réponse qu'on voudrait donner dans un premier réflexe est mauvaise, mais ça c'est autre chose. Mais la justice restauratrice donc vise à restaurer les liens, j'ai envie de dire au pluriel. Les liens. Et c'est-à-dire quel lien ? Mais voilà, c'est d'abord le lien. Moi, j'ai envie de dire temporel. On n'en parle pas souvent, mais souvent, il y a un passé. Le passé, c'est l'acte délinquant, c'est l'infraction qu'on a commise, avec éventuellement des conséquences graves qui peuvent être graves pour les victimes. Ça, c'est le passé. Il y a le présent, c'est le moment où on juge ou le moment où on exécute la peine. Et puis, il y a cet avenir. Cet avenir qui est incertain, il faut le reconnaître. Quand on voit les personnes qui sont confrontées à la justice, mais souvent, c'est des parcours chahutés, c'est des parcours de souffrance. Ce sont parfois, et c'est terriblement interpellant, des anciennes victimes qui ont subi une telle violence qu'elles ont très mal gérée et qui deviennent violentes à leur tour. Vous savez, quand vous subissez de la violence au quotidien, des fois vous rentrez dans cette logique de répondre par la violence. Et donc, c'est ça. Passé, présent, avenir. Et la justice restauratrice, c'est tenir compte du passé, de l'infraction commise, mais aussi avoir un regard. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, le présent ? Et qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir ? Moi, je pense que la seule question qu'il faut se poser en matière de lutte pour la récidive, et là je parle dans l'intérêt de tous, c'est comment faire pour que les gens aillent mieux. Mais quand je dis les gens aillent mieux, c'est les victimes, ce sont les auteurs d'infractions. Et c'est aussi que la société aille mieux dans sa capacité aussi de rétablir le lien. Alors ce lien, et ça Arpège met bien en évidence, c'est d'abord aussi rétablir le lien avec soi-même. Oui, c'est ça. C'est un travail sur soi d'abord. Mais oui, on voit que souvent, ces personnes ont une image très négative d'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est toujours ce qu'elles ont reçu aussi de l'extérieur. C'est une image négative. Et donc, elles se sentent capables de rien. Je suis un bon à rien. J'ai toujours été traité comme un bon à rien. Et si je suis un bon à rien, peut-être qu'effectivement, je suis pas capable de commettre autre chose que ce qui m'est reproché. Alors, je vais vous citer un petit exemple qu'on a eu en peine de travail. Je me souviens d'un exemple de peine de travail. Un jeune majeur, puisqu'il a eu une peine de travail de 300 heures, il avait 19 ans, quelque chose comme ça. Et il a une peine de travail qu'il doit exécuter auprès d'une commune. Une peine de travail s'exécute uniquement auprès d'ASBL ou d'organismes publics. Vous savez, on critique souvent les fonctionnaires, mais c'est pour dire le lien. On critique souvent un fonctionnaire en disant « Eh bien, ces fonctionnaires l'accueillent, c'était le service voirie, un peu nettoyage, enfin, comme on peut concevoir. Et voilà que ces fonctionnaires, qu'on qualifie de fonctionnaires, mais qui sont des gens, se prennent d'amitié pour ce petit jeune. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien au point qu'à la fin, on dit « Oh, c'est dommage, ta peine est finie. » Ta peine est finie. Et le jeune a cette parole, je trouve terriblement interpellante. C'est la première fois que je me suis senti utile à quelque chose. Vous vous rendez compte, il a 19 ans. Attention, il a été à l'école, il a été tout ça. Eh bien, il a fallu attendre qu'il commette une infraction, qu'il soit puni, qu'il ait une peine,
pour qu'ils se sentent utiles à quelque chose qui n'est pas la fonction de la peine finalement, mais qui montre peut-être ce travail, parce que ça c'est aussi de la justice restauratrice, la peine de travail, c'est de dire faisons autre chose. C'est pas la prison qui se serait sentie utile à quelque chose. Mais c'est interpellant que dans un trajet de vie, il faille attendre 19 ans pour pouvoir dire j'ai eu le sentiment, et une peine, j'ai eu le sentiment de servir à quelque chose. Donc le lien avec soi-même est très important. Le lien évidemment avec les autres et l'entourage. Alors c'était intéressant parce qu'on a donné un peu la parole à ceux qui avaient suivi cette formation dans les 25 ans à cette occasion-là. Et dans les modules qu'ils ont, ils posent un moment la question mais qu'est-ce qui a été le plus grave dans ce que vous avez été commis? Qu'est-ce que vous retenez comme la pire conséquence? C'était pas la peine qu'ils avaient encourue, c'était même pas la victime. Je crois qu'ils n'étaient pas encore à ce stade-là en termes de restauration de liens. C'était les dégâts pour l'entourage. C'est pour mes enfants, j'étais en prison pour mes enfants. C'est la peine, c'est pour ma femme, c'est la honte. Et donc, c'est ce lien, là on peut travailler ce lien. Et heureusement, cet entourage, il garde le lien avec le délinquant. Vous vous rendez compte, si les auteurs d'infractions, si les détenus, si les familles les laissaient tomber, ils seraient complètement désespérés. Et donc, c'est important. Et le désespoir, c'est finalement la perte de confiance dans le lien. Et puis, troisième point, c'est le lien alors avec la société. Donc, comment je vais me situer à l'avenir dans cette société qui a réprimé l'infraction, la justice pénale qui m'a imposé une peine, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pour que finalement tout aille mieux, que j'aille mieux, mais que j'aille mieux aussi dans ma relation. C'est ce qu'on appelle un peu la réinsertion. Mais la réinsertion, elle est concrète ici. C'est vraiment un questionnement, comment je vais me situer. Oui. Alors, je vous propose qu'on écoute en fait deux formatrices de l'SBL Arpège Prélude. On va écouter Isabelle Régnier, donc, qui est psychologue et coordinatrice donc, à l'SBL, et Sandra Delafaye, qui est criminologue et formatrice. On les écoute. C'est une formation de 50 heures en groupe. Ils sont maximum 10 personnes, animées par 2 formateurs. Alors, ce qu'on y trouve, c'est le travail sur 3 thèmes. La justice, la citoyenneté, le rapport à la citoyenneté, les conflits et les victimes. Ça, c'est les 3 thématiques qu'on travaille, et le passage à l'acte, parce que toutes les personnes chez nous viennent en étant sous contrainte judiciaire suite à un passage à l'acte dans lequel ils ont occasionné une victime. Voilà. Majoritairement, donc, c'est des coups et blessures volontaires, des vols avec violence, vols simples, dégradation, rébellion, outrage, séquestration. Voilà, majoritairement, c'est ce genre de choses. Harcèlement aussi, ça pourrait. Certains arrivent en disant c'est moi la victime, c'est pas moi qui devrais être là, je suis victime de la justice, je suis victime de ma victime qui a porté plainte en premier, donc c'est pour ça que je suis là. Enfin, avec tous des mécanismes comme ça de justification de leur acte. Et donc, on ne va pas aller de front contre ce qu'ils ressentent, mais plutôt d'aller le creuser et de dire ben oui, ok, voilà ce qui s'est passé, et trianguler dans le sens de faire tiers en rappelant voilà, vous avez commis un acte qui est contraire à la loi et vous avez été sanctionné par la justice, et donc mettre la justice d'un côté, et vous, dans la relation à prélude et le travail qui vous est demandé, comment vous allez vous positionner. Donc leur renvoyer aussi leur responsabilité sur la manière dont ils vont prendre part à cette sanction. Oui, et cette déconstruction, en tout cas ce décalage par rapport à la manière dont ils arrivent chez nous, ce décalage progressif se fait vraiment de manière différente par rapport à l'individuel, c'est par l'apport du groupe et la confrontation avec les pairs, puisque voilà, ils se retrouvent avec tous des gens qui sont un peu dans le même bateau qu'eux, même si les délits sont variés, les parcours de vie peuvent être différents, mais donc justement c'est en se reconnaissant les uns les autres, en appartenant ensemble au groupe, qu'ils vont petit à petit pouvoir voir qu'il y a des points de vue différents aux leurs, des manières de vivre les choses, même des choses similaires, de manière un peu différente, qui va les décaler de leur vécu, et puis progressivement ce décalage va amener à l'ouverture à d'autres points de vue. Et aussi parce que le travail sur l'empathie vis-à-vis des victimes, l'ouverture au point de vue de l'autre, va se faire d'abord en s'ouvrant au point de vue des autres du groupe, avant de potentiellement s'ouvrir au point de vue de la victime. Et c'est généralement un travail qu'ils n'ont jamais fait. Ce temps d'arrêt, on l'a expliqué longuement, mais c'est le fait d'avoir ce temps d'arrêt pour poser les choses, pour poser un autre regard, c'est quelque chose auquel ils n'ont jamais été confrontés généralement. Et forcément, ce n'est pas super agréable pour eux d'être confrontés aux faits qu'ils ont commis. Alors, j'ai envie de vous faire réagir à plusieurs éléments de ces témoignages. La première, c'est qu'on voit qu'ils sont
pour la plupart, pas très emballés finalement à l'idée de suivre cette formation. Ça montre quoi? Ça montre que c'est quand même une vraie sanction et que c'est pas une formation en développement personnel, par exemple. Mais oui, ils sont pas volontaires au départ. D'ailleurs, on a bien parlé que c'est une contrainte. Attention, c'est une peine, souvent. Hein. Ça peut être une peine, une probation, une peine de probation. C'est souvent dans ce cadre-là, ou un sursis probatoire. Mais on est vraiment dans un schéma de droit pénal et de peine. Et donc, je vais vous dire honnêtement, ben oui, la peine, ça fait un peu mal. Donc, que ce soit lourd, que ça implique quelque chose, un dispositif qui pèse sur eux, et on l'a vu dans leur réaction, ouf, c'est fini. Mais donc, que ce soit un dispositif lourd, je pense que les juges devraient en prendre plus conscience. Et même la société, l'entourage, on croit que ce sont des faveurs. On croit que c'est un cadeau. Ah, il a rien, il a une peine de probation. Mais non, c'est extrême. Une peine de travail, c'est réapprendre à se lever le matin. C'est vraiment recommencer tout un processus qui nécessite en fait une profonde remise en question de sa vie telle qu'elle était avant. Et donc c'est ça qui est intéressant. C'est évidemment ce côté aussi, il y a la remise en question qui n'est pas simple. Et ils le disent, hein, attention, les gens au départ, ils ne sont pas du tout dans cette optique-là, mais c'est ça qu'on travaille. Et donc je pense que voilà, que ce soit précisément assez lourd, c'est un message que doivent recevoir les juges, mais que les intéressés montrent que c'est une peine et qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. Que voilà, on les oblige. Il y a un vrai travail qui se fait. Voilà, il y a un travail qui se fait et qui n'est pas neutre, qui n'est pas simple, mais qui va permettre peut-être des changements intéressants. Alors, il y avait un autre élément qui était dit dans l'interview, elle parle de temps d'arrêt. Un temps d'arrêt, alors c'est assez paradoxal parce que souvent on dit que la prison, c'est un temps d'arrêt. Voilà, il ne se passe rien en prison, c'est un temps d'arrêt. Alors pour vous, est-ce que la prison est plus ou moins un temps d'arrêt qu'une formation arpège-prélude, par exemple? Ah, maintenant, c'est tout à fait différent, évidemment. Enfin, pour moi, je parle pour la prison du temps perdu. La personne subit sa peine, elle est 23 heures sur 24 en cellule, c'est quand même le sort de la majorité des détenus, parce qu'il n'y a pas toujours du travail, il n'y a pas toujours des formations, il y a très peu qui se passe en prison, ou plutôt rien. Tout, ils sont complètement déresponsabilisés, tout est décidé pour eux. Donc, on les déresponsabilise complètement, et puis après on dit, ah, plan de réinsertion, vous devez vous prendre complètement en main alors qu'on vient de faire tout le contraire, on s'est occupé de tout. Les heures de repas, le contenu du repas, tout est réglementé. En fait, je préfère, donc, ça c'est du temps perdu. Ici, j'aime bien le terme en fait temps mort, comme on l'appelle dans le sport. Vous savez, le temps mort, c'est attention, on est en train de perdre, ça se passe bien, l'équipe ne fonctionne plus tellement bien, on va faire un temps mort où l'entraîneur, le coach, va commencer à dire, écoutez, là il y a des choses qui ne vont pas, et pour reprendre gagnant. Mmh. Et on pourrait parler, alors le terme mort est peut-être un peu négatif, mais si on le prend au sens sportif du terme, là je serais assez d'accord en disant, il y a d'un côté un temps perdu, un temps où on n'avance pas, ou même on recule, et là c'est un temps mort dans le sens où c'est un temps qu'on va valoriser pour dire, on va faire le point. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne? Et pour repartir gagnant. Hein, le but d'un temps mort en basket, c'est pour, rebooster l'équipe et pour gagner. Et donc ça, si c'est compris comme ça, moi j'y crois tout à fait, oui. Alors on l'a dit, cette ASBL, elle fête ses 25 ans et pourtant ces formations, elles existent, elles se développent. La ASBL disait qu'évidemment le nombre de participants augmente chaque année, mais tous les juges ne font pas appel à ces peines. On considère ça encore comme des peines alternatives, pas vraiment des peines autonomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas assez sensibilisé les juges à l'importance de ces peines, de cette justice restauratrice, ou on considère que ça ne fonctionne pas assez? C'est quoi le problème? Je crois que le problème est plus général, c'est la vision qu'on a de la justice pénale. Je crois qu'on a une vision rétributive, c'est-à-dire qu'on a peur de l'impunité. On peut quand même pas rien, il faut réagir, et d'ailleurs c'est souvent notre réflexe premier, face à des situations interpellantes, face à des crimes qui défraient les violences familiales, par exemple, les violences, il faut réagir, et quand on pense réagir, on pense premier réflexe pénal, prison. Au lieu de dire, oui, il faut réagir, mais comment pour que ça aille mieux plutôt que moins bien après. Et donc, c'est d'abord cette première démarche, c'est de dire quelle est la vision qu'on donne. Si la première vision, c'est il faut d'abord punir. Punir, et souvent c'est bête et méchant quand c'est la prison, je ne veux pas dire, mais on n'avance pas. Mais aussi, on a de plus en plus la dimension de sécurité. Le délinquant est perçu comme quelqu'un de dangereux, il l'a démontré, mais surtout de potentiel
potentiellement dangereux. Et donc, il faut contrôler. C'est ce qu'on appelle un peu la défense sociale. Mais le terme défense sociale dit on est appelé à se défendre contre quelqu'un. Et donc, le délinquant est perçu et finalement placé dans une position de dangereux d'ennemi. Alors évidemment, si vous faites l'approche en termes de quelqu'un dont il faut se méfier comme ennemi, on est très loin de l'optique du rétablissement du lien. Et donc, je pense que c'est vraiment ce paradigme qu'il faut changer. On est pour le moment trop souvent dans une chaîne pénale où il y a la détention préventive, juge d'instruction, l'enquête, détention préventive, puis le jugement, et puis l'exécution de la peine, et puis etc., sans du tout avoir une approche, ce qu'on appelle systémique, c'est parler d'un... On parle souvent du système pénal, mais le problème, c'est que le système pénal n'est pas un système. C'est une chaîne où chacun fait son petit boulot sans se préoccuper. Alors, j'ai évoqué, moi... Mais je pense que c'est un peu dénigrant, mais je pense que c'est la réalité de service après-vente. Hein, que l'exécution des peines, que l'ASBL prélude, que les maisons de justice assurent un service après-vente, c'est-à-dire l'exécution des peines. Et que le juge, lui, n'assure pas ce service après-vente ? Il s'en désintéresse, c'est ça surtout. Il ne sait pas ce qui se passe. Or, dans un système, il devrait se préoccuper. Alors, ce n'est pas un reproche, c'est qu'on est dans une chaîne pénale linéaire, au lieu d'avoir une approche systémique. Si les juges avaient beaucoup plus conscience de ce qu'implique la prison, s'ils allaient plus souvent en prison, pas comme détenus bien entendu, mais simplement voir comment ça se passe. Les juges d'instruction le font, parce qu'il y a une obligation légale. Ou en tout cas, normalement, ils doivent aller une fois par mois. Ils font peut-être des relais, mais ils savent encore ce que c'est la prison. Mais les juges correctionnels, et on peut comprendre, ils sont pris aussi par l'arriéré judiciaire, par tout le volume de travail. Mais si chacun s'enferme dans sa bulle, on reste dans du linéaire. On va réécouter Isabelle Régnier et Sandra Delafaye, qui donc sont toutes les deux formatrices à l'ASBL Arpège Prélude. Et on écoutera aussi Pierre. Pierre, lui, il a participé à une de ces formations. Il a été interviewé par Ambre Ciselet pour son podcast Murmure, que je vous conseille très vivement. Et alors, on va écouter les deux et on va voir vraiment ce que ça peut apporter à toute une série de personnes. C'est un peu une auberge espagnole, cette formation. C'est-à-dire qu'on va travailler toute une série de choses et donc les acquis ou ce qui va les marquer va être différent en fonction du parcours de chacun. Pour beaucoup, il y a l'expérience de groupe qui clairement est une expérience qui vient réparer pas mal de choses. La première fois qu'ils vont jusqu'au bout d'un processus en groupe, d'un processus tout court, où voilà, ça n'a pas été simple, mais ils y arrivent. Donc pour beaucoup, cette expérience de groupe constructive est ce qui va marquer. Pour d'autres, c'est tout le parcours qu'ils auront fait sur eux-mêmes. C'est la prise en compte de leur chemin, de ce qui les a amenés à commettre les faits et des conséquences. Donc c'est vraiment plus ce travail sur la gestion des conflits qui va être impactante. Oui. Un soulagement aussi d'avoir une contrainte judiciaire qui est levée. Donc pour certains, voilà, c'est en médiation pénale, par exemple, souvent c'est la dernière mesure ou la seule mesure, donc ça veut dire que le dossier va être clôturé définitivement, ce qui est un grand soulagement. Et donc parfois il y a des effets tout à fait inattendus, comme un participant qui arrive au dernier entretien, il a été chez le coiffeur, s'inscrit dans une boîte d'intérim, alors que ça faisait 10 ans qu'il n'avait plus travaillé, qu'il pensait ne pas pouvoir faire cette démarche. Et donc parfois il y a vraiment des bénéfices inattendus de l'expérience de groupe, qui ne sont pas poursuivis directement, mais qui... à relancer quelque part des compétences, à entrer en contact avec l'autre et à se remettre un peu debout, reprendre un peu confiance en soi. Alors, je pense qu'ils sont contents quand ça se termine. Et nous, notre mandat s'arrête là. Et donc, non, on serait très heureux que des recherches puissent se mettre en place pour justement explorer un petit peu l'impact de cette formation à plus long terme. C'est surtout dans le processus de clôture où plusieurs vont dire oui, en fait, ce soir-là, j'ai réagi différemment. J'ai pensé à vous. J'avais la petite dame de prélude qui était là dans ma tête et j'ai pas fait comme j'aurais fait d'habitude. Ou j'ai pris un temps, j'ai réfléchi, j'ai respirer, puis je suis partie. Ce genre de choses. Donc, ils peuvent nous en faire le feedback en fin de formation, même au terme de la formation, mais on n'a pas de retour à plus long terme, malheureusement. Prélude m'a aidé et m'a amené jusqu'ici. Ça fait partie du grand parcours et c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué, qui m'a apporté beaucoup, un grand plus dans ma vie. Et ce genre d'alternative, pour moi, il faudrait plus viser là-dessus que parfois de condamner sans
sans apporter un soutien ou une aide qui pourrait changer une personne. En fait, c'est ça. Il y a peut-être un côté un peu plus social qu'il devrait avoir dans la justice qu'il n'y a pas. C'est écrit noir sur blanc, tu voles, il y a un chiffre derrière, 5 ans, 2 ans, 3 ans par rapport au fait. La seule chose à faire, c'est peut-être que de regarder le problème à sa racine. Chacun a un parcours différent. Cette personne a volé, c'est pourquoi. Il a peut-être un souci financier. Il faudrait peut-être l'aider à s'en sortir financièrement, c'est-à-dire lui apprendre à se débrouiller. Comme on dit, apprends-moi à pêcher. Ça revient un peu à ça. Il faut donner une chance à tout le monde, en fait. Il faut donner une chance, parce que moi, aujourd'hui, si j'aurais été en prison, j'aurais servi à quoi? Aujourd'hui, je contribue aussi pour cette société. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, quand je vois qu'on est en train d'arranger les routes, je sais que j'y ai contribué, comme tout citoyen belge. J'ai contribué à ça, grâce à mes efforts. Donc, je fais partie de cette société. Mais si cette société m'avait pas donné cette chance un jour de pouvoir faire mes preuves, tout simplement, il faut du temps pour bâtir un homme, pour en faire un homme. Et il m'a fallu du temps, donc j'ai trébuché, comme on peut le dire. Je suis tombé, j'ai eu des moments de faiblesse. Mais justement, c'est le fait d'avoir une chance, une seconde chance, peut-être même une troisième chance, qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu aussi un élément nécessaire à cette société. Alors, Damien Van der Meersch, une réaction par rapport à ce témoignage de Pierre, donc interrogé dans le cadre du podcast Murmure. C'est plein de bon sens. C'est plein de bon sens. Il dit bien mieux ce que je voudrais dire. Et là, on voit, on doit... Alors, on parlait de feedback, qu'eux ne savent pas ce qui... après. Hein? Mais je pense pour les juges, c'est ça qu'on devrait entendre aussi. C'est dire cette question... Enfin, moi, je trouve le terme « chance ». Eh bien, il se traduit autrement souvent dans les discours. C'est le risque de récidive. Alors, par rapport au risque de récidive, souvent, on pose la question, est-ce qu'il risque de recommencer? Si l'on veut être honnête, aujourd'hui, sans peut-être évidemment tout ce travail, on doit répondre oui. Mais on pourrait poser la même question autrement. Est-ce qu'il risque de ne pas recommencer? Et là, très honnêtement, on répondrait, mais oui. Et d'ailleurs, ça devient une chance. En français, ce n'est plus un risque, c'est une chance. Et c'est là qu'il y a peut-être la question qu'il faut inverser. C'est dire, est-ce qu'il risque de recommencer? Mais oui, il y a un parcours chahuté, mais oui, il y a un pronostic, mais oui, il y a l'infraction commise. Le risque des récidives, mais évidemment qu'il existe. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler. S'il n'existait pas, on en veut dire qu'il ne vienne même pas au pénal. Mais, donc le risque de récidive est une vraie question, mais c'est la réponse qu'on donne. Est-ce qu'il existe une chance qu'il ne recommence pas? C'est sur ça qu'il faut miser, c'est sur ça le positif qu'il faut viser. Si on prévoit déjà qu'il va recommencer, on reste dans la logique alors du cercle vicieux qui serait réduit évidemment à l'emprisonnement en prison. Mais est-ce que c'est efficace? Alors efficace, c'est pas le bon terme, mais est-ce qu'on peut utiliser ce type de justice restauratrice pour toutes les infractions, pour tous les délits, ou est-ce qu'il y a quand même des choses où là on peut se dire non, c'est trop illusoire, c'est trop bisounours, entre guillemets, de croire que ça va fonctionner? Mais c'est souvent ce qu'on dit. C'est vraiment la question qu'on se pose dans la réforme du code pénal. C'est de dire quelle est la réponse pénale adéquate. Alors oui, dans le code pénal, on est, c'est pas qu'on le souhaite. On a maintenu la peine d'emprisonnement et des peines même très longues. Ce qu'on a voulu, c'est la flexibilité. C'est-à-dire permettre la réponse qui se justifie. Alors, vous avez entendu, c'est pas tout à fait des faits bénins par rapport au phénomène qu'on dénonce aujourd'hui, c'est les violences intrafamiliales. C'est vraiment quelque chose de terriblement interpellant et grave. Mais il faut avouer qu'on n'en sort pas, on a beau les dénoncer, mais pour le moment, on n'a pas l'impression qu'elles diminuent. Les féminicides, on entend, moi je ne vous cache pas que c'est un phénomène qui existait. Enfin, on donne le bon terme, peut-être la bonne dénomination. Mais on les visibilise plus, mais ils existent toujours. Mais oui, mais ça commence au traitement dégradant. Pour moi, c'est là que ça commence. On qualifie rarement ces phénomènes précieux. On parle dès qu'il y a de la violence, qu'il y a des coups et blessures, oui. On a le harcèlement, mais peut-être on le qualifie rarement avec le partenaire. Pour moi, ça devrait être une circonstance aggravante. Puis il y a le traitement dégradant, t'es une conne. T'as rien fait de nouveau, c'est dégueulasse ce que tu m'as préparé ce soir. De toute façon, moi, je te parle plus,
c'est là que ça commence. Et donc, c'est toute cette chaîne-là. Mais là, quand ça commence, la prélude, la déformation peuvent être super efficaces. On n'est pas, évidemment, quand vous avez le féminicide, j'ai envie de dire c'est trop tard. La femme, elle est morte. Mais ça a commencé par un traitement dégradant. Ça a commencé par du harcèlement. Et c'est là qu'il faut faire le travail. Alors, vous savez, le harcèlement, il faut travailler. Alors, des fois, on a des gens, mais oui, ou c'est psychiatrique. Ben oui, il faut alors une réponse plus de cet ordre-là. Mais on a du harcèlement qui est vraiment de l'ordre du lien pervers, du lien mal établi. Et donc, là, je pense vraiment qu'on peut travailler, mais à un stade, évidemment, beaucoup plus précoce. Quand on est, évidemment, aux formes extrêmes, on se sent honnêtement un peu plutôt démuni, mais peut-être parce qu'on a raté, il a dit la chance, hein. On a raté peut-être les chances, mais c'est des chances aussi pour une société. C'est une réponse différente que l'emprisonnement. Je pense que tant qu'on reste dans du harcèlement, dans tout ça, dans des réponses purement emprisonnement, oui, on neutralise pendant un certain temps. Et après? Après, c'est vraiment le plus gros point d'interrogation et inquiétant. Si c'est après une formation prélude, je vous dis que je suis beaucoup plus optimiste. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Je crois qu'il faut la flexibilité. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'évidemment, dans toutes ces peines autonomes, qu'elles ne viennent pas en plus de l'emprisonnement, qu'elles viennent à la place. Parce que c'est le cas un peu aujourd'hui. Que c'est en plus de l'emprisonnement. On a l'impression que ça se développe, et tant mieux, mais que ça se développe pour des cas où on n'aurait pas eu recours à la prison. Donc, de nouveau, quel travail veut-on faire? Mais de nouveau, c'est toujours la question, comment faire pour que les gens aillent mieux? Que les gens aillent mieux. Alors, des fois, c'est passer par la case prison et une libération conditionnelle, dans lequel éventuellement une formation peut être envisagée. Attention, ça peut être ce type de formation peut être un stade après prison, mais ça peut être aussi une peine de probation où on ne passe pas par la case prison. Ça peut être un sursis probatoire où on a l'épée de Damoclès de la prison. Ça peut être, c'est évoqué, une médiation pénale où on passe même pas devant le juge. Donc, ce sont toutes ces chances, mais qui doivent, on constate que ça doit se situer fort en amont. Quand c'est en aval, la violence, si on est dans la spirale de la violence, oui, elle peut mener à des drames. Et quand c'est un drame, c'est trop tard pour la victime, mais pour la justice, c'est aussi, ça vient très très tard et des fois trop tard. D'ailleurs, c'était une des réflexions même dans les justiciables, mais moi je trouve que c'est super intéressant de les écouter. C'est ça quand on dit feedback. Si simplement ce feedback pouvait percoler, aller jusqu'au juge, ce serait intéressant parce que c'est pas toujours négatif, hein. En disant c'est trop tard, ça veut dire au juge utiliser ça même plutôt davantage. Oui, j'aurais dû avoir ça plus tôt. Voilà. Alors, moi j'ai été frappé par une phrase, n'écrasez pas mon avenir. Donc la question qui était posée donc dans toutes ces prises de parole des personnes qui avaient suivi la formation, c'est que diriez-vous à votre juge? Un message terrible, n'écrasez pas mon avenir. Ça veut dire que si vous écrasez mon avenir, tout est perdu pour vous et pour moi. Et que peut-être à travers ça, on n'écrase pas l'avenir. Par contre, la prison, on écrase quand même un peu l'avenir. Hein. Et on écrase aussi la vie des proches. Hein. Donc, et c'est intéressant. Certains se présentaient comme victimes au départ, en disant victimes du système pénal. Je peux vous dire qu'à la prison, les conditions sont tellement dures que la première chose qu'on fait, c'est prendre toutes ces énergies pour survivre en prison. Pour quelque part que ça se passe de la façon la moins violente possible. Mais on en fait presque des victimes, hein, parce que c'est tellement violent qu'ils se concentrent, et alors le lien avec l'autre, la victime, tout ça, mais non, c'est eux, et ils se reconcentrent complètement sur eux-mêmes. C'est évidemment l'opposé du lien, l'opposé de recréer le lien. Ça, c'est pas bon, ils se reconcentrent. Enfin, c'est complètement contre-productif. Pas qu'on en fait des victimes, ils se sentent en tout cas comme victimes d'un système pénal, d'un système injuste. Ça, c'est pas bon pour nous non plus en termes de société. Si on produit ce sentiment-là, comme pronostic, c'est pas bon parce qu'ils sont concentrés sur eux-mêmes. Vous voyez qu'on les oblige à sortir de cette coquille-là, de ce réflexe. Mais c'est un travail, ça se fait pas un jour. Il faut le miroir des autres. Moi, j'aime bien aussi, c'est le travail en groupe. Le travail en groupe, oui. Et pour reprendre cette expression, parce que l'émission se termine déjà, mais c'est vrai que c'est un vrai pari sur l'avenir. La justice restauratrice, on parie sur l'avenir pour éviter d'écraser l'avenir, peut-être justement de ces gens, comme vous le disiez. Mais c'est ça la prise de risque. Je pense qu'il faut apprendre à reprendre des risques. Si on croit que la prison, c'est le risque minimum, c'est neutralisé. Mais ça ne fonctionne pas, c'est au contraire le risque maximum. On dit que quand on libère sans condition en fin de peine, le risque de récidive est le pire. Par contre, quand on prend un risque,
on libère dans des bonnes conditions plus tôt, c'est bien mieux. Je crois qu'on doit réapprendre dans nos sociétés à ne plus voir le délinquant comme un dangereux, mais plutôt à prendre le risque, en fait, de lui donner la chance, finalement, d'une modification de ses liens et nous donner la chance de modifier nos liens. Parce que, vous savez, si on veut rétablir le lien avec la société, il faut être deux. Il faut que la société ait aussi quelque part un peu la main tendue. Alors ceci, je pense, est une façon de main tendue, attention, qui est exigeante pour les intéressés. La prison, c'est pas tout à fait la main tendue. C'est vraiment la solution un peu du désespoir pour la société et du désespoir pour l'intéressé. Je vous ai dit, le désespoir, c'est la perte de confiance dans le lien. En tout cas, Damien van der Meersch, merci beaucoup pour toutes ces considérations et je pense qu'on vous recevra encore certainement dans quelques temps pour nous reparler un peu de la réforme du droit pénal parce que j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces questions-là aussi. Alors je vous renvoie, si le sujet vous intéresse, au site internet de l'ASBL Arpège Prélude. Je vous renvoie aussi vers le podcast donc Murmure d'Ambre Ciselet qui a interviewé plusieurs justiciables qui ont suivi la formation. Merci beaucoup Damien van der Meersch, merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Voilà, bonne soirée.